Bonjour à tous, je suis ravi de vous recevoir pour ce webinaire qui est organisé par la société Coveris en partenariat avec l'association Ellipso. Je vais être votre modérateur aujourd'hui et nous allons passer 40 minutes pour évoquer le sujet du recyclage des emballages dans la perspective des nouvelles directives françaises et européennes de 2025 et 2030. Je vais commencer par un petit tour de table. Donc Emmanuel, bonjour. Bonjour Loïc. Vous êtes l'expert des sujets environnementaux et recyclage chez Ellipso, qui est l'association qui regroupe les professionnels de l'emballage plastique en France. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Nous allons aujourd'hui parler des évolutions réglementaires au niveau européen et au niveau français qui concernent l'économie circulaire des emballages plastiques, ainsi que des pistes de travail que les industriels vont devoir explorer pour anticiper ces nouvelles réglementations. D'accord, très bien. Merci Emmanuel. Philippe, bonjour. Bonjour Loïc, bonjour à toutes et à tous. Donc Philippe, vous êtes le directeur général de Coveris France, Flexible, et le vice-président des opérations européennes pour Coveris. Qu'est-ce que vous allez pouvoir nous dire aujourd'hui sur ce webinaire d'une manière générale et le contexte dans lequel il s'inscrit? Écoutez, tout de nouveau, bonjour à tous. C'est relativement simple. Coveris a souhaité s'inscrire, s'engager concrètement auprès des acteurs de l'industrie dans le cadre de la journée mondiale de l'environnement. Ce webinaire fait d'ailleurs partie d'un ensemble d'actions que nous avons mis en place dans le courant de toute la semaine auprès de nos partenaires et de nos employés. C'est très bien. Comment allez-vous intervenir aujourd'hui? Écoutez, ça va être relativement simple. Je vais beaucoup laisser travailler Emmanuel, qui est notre expert. J'en profite pour la remercier. Merci beaucoup Emmanuel de nous accompagner depuis quelques temps sur ce sujet-là. Peut-être juste vous donner les objectifs, l'ambition de ce webinaire aujourd'hui. Il est de nous fournir à vous, nos clients, un certain nombre d'informations sur les nouvelles régulations qui sont en place ou qui arrivent au niveau européen et français, et dans le cadre donc des emballages en matière plastique, et de commencer à pouvoir donner des pistes, des réponses aux problématiques qui vont se poser. Oui, j'imagine qu'il y a sûrement pas mal de questions. J'ai compris d'ailleurs que les auditeurs pouvaient poser des questions pendant le webinaire. Philippe, comment ça fonctionne? En effet, Loïc, merci d'aborder ce point. Vous avez sur l'invitation et vous avez à l'écran actuellement un lien. Connectez-vous à ce lien, posez-nous toutes les questions qui peuvent vous intéresser. Nous tâcherons de traiter un certain nombre de questions à la fin de ce webinaire. Dans la mesure où nous ne pourrions pas les traiter, nos équipes techniques et commerciales seront ravies de revenir vers vous avec des réponses. Philippe, Emmanuel, merci. Est-ce que vous pouvez l'un et l'autre maintenant nous faire un point rapide sur vos organisations respectives? Emmanuel. Oui, donc Ellipso, on est l'association professionnelle qui représente les fabricants d'emballages plastiques en France. L'emballage plastique en France, c'est un chiffre d'affaires de 7,7 milliards d'euros. Ça représente environ 320 entreprises et 38 000 collaborateurs. Sur le marché français, on met chaque année 2,2 millions de tonnes d'emballage plastique, à la fois de l'emballage plastique ménager et de l'emballage plastique pour les secteurs commerciaux et industriels. Et ces emballages plastiques sont principalement utilisés dans le secteur agroalimentaire, environ les 2 tiers, et le tiers restant sur les autres secteurs d'activité. Très bien. Philippe, quelques mots sur Coveris? Écoutez, merci de me donner cette opportunité. Je vais tâcher d'être le plus bref possible, puisque vous devez connaître notre organisation. Je vais essayer de vous donner quelques repères cependant. Donc, nous sommes un groupe international. Nous représentons plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires en Europe et au Moyen-Orient. 26 usines au total. Je vous parle de notre activité flexible, emballage souple, qui est d'ailleurs l'activité sur laquelle nos actionnaires ont décidé de focaliser leur activité. Vous avez sûrement entendu parler des dernières annonces dans ce cadre-là. Nous sommes un partenaire ancien, avec beaucoup d'expérience. Nous tâchons de répondre en qualité et service aux attentes de nos clients. Mais nous avons aussi un point, je crois, de différenciation important, qui est l'innovation. Innovation que nous allons utiliser de manière extrêmement active pour pouvoir vous accompagner dans l'application des nouvelles réglementations. Nous disposons de toutes les technologies nécessaires. Nous sommes intégrés. Ça devrait nous permettre de pouvoir développer des solutions intéressantes en utilisant les polyéthylènes, les polypropylènes. Nos matériels sont à jour, modernes, et nos actionnaires nous soutiennent pour pouvoir continuer à développer des technologies nouvelles.
Je crois pouvoir dire que nous disposons d'une gamme de produits parmi les plus larges du marché, d'une bonne expertise sur vos marchés, sur les marchés de nos clients. Peut-être laissez-moi vous donner 2 ou 3 exemples. Je démarrerai par dans le domaine de l'isolation, de la construction, de l'isolation des bâtiments, une gamme qui couvre des emballages primaires jusqu'aux emballages de transport. Je pourrais également vous parler du marché des boissons. Je sais que bon nombre d'entre vous sont sur ce secteur-là. Nous avons une offre complète, depuis les étiquettes, en passant par les films rétractables, imprimés ou non, jusqu'aux films étirables de bandrollage. Je pourrais aussi vous parler de la gamme Pet Food, qui nous permet de couvrir toutes les applications humides ou de food humide ou sec sur le marché. Je pourrais aussi vous parler, si on utilisait nos sites européens, de food, je pourrais vous parler de médical. Mais peut-être, le point important sur lequel je vais insister un tout petit peu plus, c'est l'engagement de notre société française, Coveris France, sur la responsabilité sociétale des entreprises. Nous avons une politique mise en place depuis 2013, et cette politique est basée sur 3 piliers, social, environnemental et gouvernance. Notre activité aujourd'hui tourne autour de l'environnement. Alors, je vois qu'on a un petit problème de slide. Excusez-nous, s'il vous plaît. Ah oui, c'est très bien. Merci, Philippe. Donc, Emmanuel, oui, on vient de voir que Coveris intégrait cette composante environnementale depuis déjà plusieurs années, comme l'ensemble de l'industrie. Rien de nouveau. Par contre, j'ai compris qu'il se passait des choses du côté réglementaire, que ça a évolué relativement vite. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Donc effectivement, le contexte réglementaire évolue très rapidement ces derniers mois du côté des emballages plastiques, et c'est bien l'objet de ce webinaire de vous présenter toutes ces évolutions. Donc à l'origine de toutes ces évolutions, il y a les travaux de la Fondation Ellen MacArthur. Cette fondation s'intéresse spécifiquement à l'économie circulaire, et donc forte de plusieurs rapports d'ONG environnementales, la Fondation a pu cartographier les flux de plastique au niveau mondial. Elle a ainsi publié un premier rapport sur les plastiques dont l'objectif est d'expliquer comment arriver à créer une économie plus circulaire pour les plastiques. Pour ce faire, donc, la Fondation a précisé dans son rapport qu'il fallait atteindre 3 objectifs pour créer cette économie plus circulaire. Le premier objectif à atteindre, c'est de créer une économie autour de la fin de vie des plastiques. Créer une économie, ça veut dire développer les filières de recyclage et également la réutilisation des emballages. Un deuxième objectif à atteindre, c'est de réduire, donc au niveau mondial, de réduire les fuites de plastique dans l'environnement, c'est-à-dire donc tous les déchets sauvages et déchets marins de plastique qu'on retrouve dans l'environnement au niveau mondial. Le troisième objectif à atteindre, pour rendre l'économie circulaire possible, c'est de découpler la production des matières plastiques fossiles des ressources fossiles et utiliser plus de matières d'origine recyclée et plus de matières d'origine renouvelable. Ok. Alors par contre, quel est le lien au final avec les directives européennes et puis toutes les campagnes de communication dont on entend parler? Enfin, moi j'ai entendu parler de l'interdiction des pailles, des choses comme ça, je ne sais pas si ça rentre là-dedans. Si effectivement, on va voir, il y a un lien entre les directives qui viennent d'être publiées et les travaux de cette fondation. Donc il y a un an, la Fondation est allée plus loin. Donc le premier rapport concernait l'ensemble des plastiques. Et en janvier 2017, la Fondation a publié un nouveau rapport qui cette fois-ci était dédié exclusivement aux emballages plastiques. Dans ce rapport, la Fondation a fait 3 recommandations fortes pour les emballages plastiques. D'une part, que pour un tiers des emballages plastiques, il faut revoir radicalement la conception des emballages et faire preuve d'innovation au niveau de la conception des emballages et au niveau de la consommation des produits également. Donc, dans son rapport, la Fondation cite que notamment, il faut repenser tous les emballages petits formats, parce que du coup, on a du mal à les capter, on a du mal à les collecter, et ils sont assez sujets aux déchets, à devenir des déchets sauvages ou déchets marins. Il faut également repenser l'utilisation des multimatériaux, puisque une fois que les matériaux sont complexés, on n'arrive plus à les séparer et donc à les recycler. Qu'il faut voir ce qui est possible de faire concernant les matériaux rares, comme le polystyrène expansé et le PVC,
qui sont en tout cas rares pour l'emballage, et également tous les matériaux qui sont les emballages qui sont contaminés par des nutriments, donc notamment tout ce qui est utilisé pour la vente à emporter ou des plats préparés, ce genre de choses. Pour 20% des emballages plastiques, la Fondation identifie que la réutilisation est une option économiquement intéressante. Donc c'est déjà utilisé, c'est déjà une option employée pour les emballages commerciaux et industriels, mais qu'il faut développer la réutilisation pour d'autres types d'emballages comme les bouteilles, les sacs de caisse, etc. Et enfin, que pour 50% des emballages, les filières de recyclage doivent continuer à être développées pour améliorer la qualité et la rentabilité économique de ces filières. À partir de là, le Parlement a travaillé et a développé donc différents documents qui ont été publiés là ces derniers mois et qu'on va donc présenter. Donc c'est à partir de là que, alors je sais pas, moi j'avais entendu dire que 100% des emballages devraient être recyclés en 2030. Donc c'est ça qui est en train de se produire. C'est pas tout à fait ça, mais presque ça. Donc effectivement, un an après la publication du rapport de la Fondation, il y a différents documents qui ont été publiés au niveau européen. Donc d'une part, la directive emballage, déchets d'emballage, c'est un document qui existe déjà mais qui a été révisé, qui affiche un objectif de recyclage des emballages et des emballages plastiques. Donc on trouve dans ce document que les emballages plastiques devront être effectivement recyclés à hauteur de 55%, donc pas 100% comme vous l'avez dit, mais donc bien 55% qui devront être recyclés, mais que pour atteindre cet objectif, la Commission a publié dans sa stratégie plastique qu'il faudrait qu'en 2030, 100% des emballages plastiques mis sur le marché devront être réutilisables ou recyclables. Donc on voit que c'est ce qu'a recommandé la Fondation Ellen MacArthur, de développer la réutilisation et le recyclage, d'où le fait que dans la stratégie plastique, on trouve qu'en 2030, 100% des emballages plastiques mis sur le marché devront être réutilisables ou recyclables. En parallèle de cette stratégie plastique, en annexe de cette stratégie, il y a une demande au niveau européen à ce que les industriels s'engagent de façon volontaire à incorporer des plastiques recyclés pour rendre l'économie circulaire possible. Et cet engagement, la Commission demande à ce qu'il se fasse à 2025, avec un objectif au niveau européen d'atteindre 10 millions de tonnes de plastique recyclé incorporés dans l'emballage, mais également dans d'autres secteurs, dans le bâtiment, dans l'automobile, etc. D'accord, donc ça c'est au niveau de l'Europe. Au niveau de la France, est-ce qu'il y a des choses qui se sont produites? Oui, au niveau français, on a également une démarche similaire, qui suit à peu près le même calendrier. Donc en parallèle du développement de la stratégie plastique européenne, on a eu en France le développement de la feuille de route économie circulaire. Donc en fait, les deux documents sont structurés à peu près de la même façon. Et donc cette feuille de route économie circulaire a été publiée en avril et elle contient 50 mesures pour développer l'économie circulaire en France. Donc cette feuille de route concerne les emballages plastiques, mais pas que. Elle concerne également d'autres produits, comme les produits électriques, électroniques. Et dans les mesures, on trouve des mesures qui concernent les emballages plastiques, mais aussi des mesures qui permettent de développer la réparation des équipements électriques et électroniques, par exemple. Et donc dans cette feuille de route, l'un des objectifs qui était affiché, c'était de tendre vers 100% de plastique recyclé en 2025 en France. Donc on dit bien tendre vers 100% de plastique recyclé et non pas atteindre 100% des plastiques recyclés, puisqu'on sait que c'est très élevé comme objectif. Mais l'objectif affiché est bien de tendre vers 60% de plastique recyclé, donc les emballages, mais aussi les plastiques du bâtiment, les plastiques de l'automobile, etc. Et en parallèle de la feuille de route économie circulaire, on a là aussi au niveau français une demande d'engagement volontaire de la part des industriels pour incorporer des matières recyclées. Donc cet engagement au niveau français, on va le voir, est tout à fait en cohérence avec l'objectif d'engagement volontaire au niveau européen. D'accord, c'est compris, merci. Alors, par contre, du côté de Philippe, des industries qui utilisent de l'emballage, qu'est-ce que ça signifie, ces nouvelles directives? Oui, donc on va voir, il y a différentes pistes de travail pour arriver à créer une économie plus circulaire en 2025. Donc on
va détailler quelques-unes des pistes de travail qui sont possibles. Donc la première, c'est bien sûr de réduire la production de déchets. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc la prévention, éviter la production, la mise sur le marché de produits ou d'emballages qui vont ensuite devenir des déchets. Pour réduire la production de déchets, le premier axe de travail, c'est évidemment d'alléger les emballages, évidemment tout en garantissant la sécurité des utilisateurs et des consommateurs. Ce travail d'allègement a été réalisé au fur et à mesure du temps par l'ensemble des industriels et de la chaîne de valeur. Vous trouvez sur le graphique un exemple des réductions moyennes donc du poids de la bouteille d'eau qui a été réalisée ces dernières années. Également à avoir en tête le fait que la réduction des déchets et des déchets marins en particulier est une préoccupation au niveau français mais également au niveau européen, puisque donc fin mai, il y a eu une proposition de directive au niveau européen pour réduire l'impact sur l'environnement de certains produits plastiques à usage unique. On trouve dans cette proposition de directive un certain nombre de mesures qui peuvent aller assez loin, puisqu'il est proposé une interdiction de mise sur le marché de certains produits plastiques à usage unique et une volonté de réduire significativement d'autres produits plastiques à usage unique, en l'occurrence, sont notamment cités les gobelets ou les contenants alimentaires pour plats préparés ou à consommer sur place ou à emporter. Ok, donc l'enjeu principal sur cette partie-là, c'est, ce que je comprends, c'est la réduction des poids, des épaisseurs, la réduction des quantités d'emballage en quelque sorte. Philippe, quand j'entends ça, moi je me dis que pour Coveris, c'est peut-être un peu nouveau et puis c'est probablement un sacré challenge. Écoutez, en fait, pas tellement, Loïc. Alors, ça n'est pas un nouveau challenge. C'est un sujet extrêmement intéressant et ancien. Emmanuel citait la réduction des poids unitaires des bouteilles il y a une seconde. C'est une démarche dans laquelle nous, Coveris, mais également notre industrie souple en France, s'est inscrite depuis un certain nombre d'années. Réduire substantiellement l'épaisseur des films et le poids unitaire des emballages que nous fournissons sur le marché. Cette démarche de réduction d'épaisseur a été fortement aidée par les évolutions des matières premières, des résines, mais également des technologies, en particulier avec le développement des technologies de co-extrusion, ou encore mieux par le développement des technologies d'extrusion MDO sur lesquelles nous avons investi dernièrement, qui permettent de réduire les épaisseurs des films de 50%, donc un montant significatif. Et puis, Loïc, soyons un petit peu optimistes. Gardons en tête que même si c'est un challenge, parce que ça l'est, on va avoir énormément de travail à réaliser en collaboration avec nos clients, nous bénéficions d'un avantage certain sur les emballages souples. Le poids unitaire de nos emballages est relativement léger par rapport à d'autres solutions d'emballage. Et puis dernièrement, peut-être, je pourrais dire, chez Coveris, nous avons d'ores et déjà déposé un certain nombre de brevets sur ces sujets-là, que nous allons continuer à développer, et nous allons intensifier nos développements sur l'éco-conception, l'éco-design. C'est vraiment une question de technologie, au final, sur les emballages flexibles, typiquement. Emmanuel, les autres éléments à prendre en compte pour répondre à cette directive. Alors, une autre piste de travail, c'est de découpler la production des plastiques de l'utilisation de ressources fossiles vierges. Donc, ce que je vous présentais dans les objectifs que présentait la Fondation Ellen MacArthur. Pour cela, il est possible d'intégrer des matières premières recyclées. Ce point-là, on détaillera par la suite. Et il est également possible d'utiliser des matières premières d'origine biosourcée. À savoir que le secteur de l'emballage plastique est déjà le premier débouché pour ces plastiques biosourcés qui sont utilisés notamment pour les sacs fruits et légumes par exemple. Il y a différents types de plastiques biosourcés qui peuvent être utilisés dans l'emballage. Je vous mets la liste là sur la diapositive. Des plastiques à base de cellulose, à base d'amidon, du PLA dont on parle, également le PEF qui est en train de se développer, et également d'autres plastiques biosourcés qui ont une structure identique aux plastiques d'origine fossile, comme le bio-PE ou le bio-PET. D'accord. Philippe, Coveris, de ce côté-là, où en êtes-vous? Écoutez, nous disposons d'une gamme de produits que nous avons développés à base de biopolymères, notamment des polyéthylènes biosourcés,
faut être réaliste. Cela n'apporte pas, ça n'est pas une solution miracle. Ça n'est pas un remède miracle qui apporte des solutions toujours complètement adaptées et efficaces, aussi bien sur le plan technique que sur le plan économique. Notre engagement ou notre challenge maintenant, il est réellement de travailler en étroite collaboration avec les fabricants de polymères, de manière à pouvoir améliorer la performance des plastiques de manière à qu'ils soient de plus en plus recyclables. Il est là notre premier objectif aujourd'hui chez Coveris. Et pour ça, nous allons utiliser nos outils, notre capacité d'exclusion qui est intégrée chez nous, de manière à développer ces matières le plus rapidement possible. Donc vous êtes en contact avec ces fournisseurs? Nous sommes en contact avec les fournisseurs. Emmanuel, la troisième piste de travail pour les producteurs et les utilisateurs de packaging? Donc la troisième piste de travail, c'est évidemment de travailler sur la recyclabilité des emballages. On voyait tout le contexte tourne vraiment autour de cet enjeu de recyclage et de recyclabilité des emballages. Donc pour cela, dès la conception des emballages, il faut tenir compte de sa fin de vie. Donc éviter par exemple l'utilisation de matériaux qui ne sont pas compatibles entre eux au moment du recyclage, de faciliter la séparation de différents composants quand l'emballage est constitué de différents composants, donc faciliter la séparation de ces composants pour s'adapter aux filières de collecte, de tri et de recyclage, et dans la mesure du possible, privilégier des emballages monomatériaux. Pour cela, je peux notamment citer donc le COTREP, qui est le comité technique pour le recyclage des emballages plastiques, qui met à votre disposition des recommandations pour améliorer la recyclabilité des emballages plastiques. Donc, il y a un guide qui est publié et disponible sur Internet si besoin. D'accord. Philippe, des solutions de ce côté-là, qu'est-ce que c'est? Comme l'a abordé Emmanuel, il y a un certain nombre de pistes, il y a un certain nombre de portes qui sont ouvertes, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Une des pistes que nous favorisons en tant que société Coveris et sur laquelle nous avons conduit une démarche de recherche et de développement poussée, avancée en Europe, et en particulier sur les films flexibles complexes, et de travailler sur l'utilisation de produits monomatériaux, à base de polyéthylène, à base de polypropylène, des monomatériaux. Dans ce cadre-là, nous avons par exemple nous commercialisons d'ores et déjà une gamme de produits sans aluminium pour des applications extrêmement techniques, comme par exemple sur le wet food, y compris pour des produits qui sont stérilisés. Mais on peut parler de choses également un peu plus simples, qui sont d'ores et déjà sur le marché depuis un certain nombre d'années. Nous commercialisons également des manchons étirables à base de polyéthylène, qui sont extrêmement faciles à séparer de leur support, si l'on compare cela avec d'autres systèmes d'étiquetage. Tout est dans le design, en fait. Tout est dans l'innovation. D'accord. Emmanuel, un dernier point? Oui, le dernier point, comme on le disait, c'est de pouvoir incorporer des matières recyclées dans les emballages. Donc, je vous ai mis une figure qui montre que dans l'emballage, on incorpore déjà beaucoup de matières recyclées, notamment dans le PET, parce qu'il permet le PET recyclé permet d'être remis en contact alimentaire, donc notamment utilisé dans tout ce qui est bouteilles. Et on utilise également déjà du recyclé dans les films PEBD. Sur les autres matériaux, on a une grande marge d'amélioration et on le voit dans les autres secteurs également. Donc pour cela, il y a, comme on le disait, au niveau français et au niveau européen, une demande d'engagement volontaire de la part des industriels pour incorporer plus de matières recyclées. Je vous disais, au niveau européen, l'objectif serait d'atteindre 10 millions de tonnes de matières recyclées incorporées d'ici 2025. En France, il n'y a pas d'objectif chiffré, mais le gouvernement a également demandé aux industriels de s'engager à incorporer des matières plastiques recyclées dans leurs produits. En travaillant avec Ellipso et en participant aux différents groupes de travail, Coveris a engagé cette démarche volontaire pour s'inscrire dans ce cadre dans cette dynamique d'engagement volontaire en France et en Europe. D'accord. Alors Philippe, j'ai quand même une question, parce que je connais pas bien les packaging et les films. Comment vous faites pour intégrer des matières recyclées au sein de films qui sont déjà extrêmement fins et qu'on puisse garder un contact alimentaire? Enfin, alors, tout vient des évolutions technologiques. Donc c'est déjà fait. Alors, tout n'est pas fait.
Mais nous avons d'ores et déjà commencé depuis plusieurs années à intégrer des matières recyclées dans nos films grâce au basculement de mono-extrusion vers de la coextrusion. Ceci dit, lorsqu'on parlait de coextrusion il y a encore quelques années en arrière, récemment, nous parlions essentiellement de coextrusion 3 couches. De plus en plus, des machines 5 couches, 6 couches, 7 couches, jusqu'à 9 couches ont été développées sur le marché. Nous disposons de ces machines au sein de notre périmètre colorique. Cela va nous aider à utiliser de plus en plus de matières recyclées dans nos produits. Nous recyclons le maximum de déchets en interne, nos déchets de production. L'orientation que nous avons prise maintenant est d'aller utiliser des produits recyclés qui viennent de l'extérieur et, si possible à terme, des produits post-consumer. D'accord. Donc je comprends qu'il y a quand même pas mal de pistes de travail. Hein. Il y a du travail. Il y a du travail pour tout le monde. Et il y a du travail qu'il va falloir qu'on fasse en collaboration avec nos clients. Oui. Voilà, donc on va avoir besoin d'une étroite collaboration entre nos clients et nous, producteurs d'emballage de soupe. D'accord. Maintenant, il y a probablement des aspects économiques à tout ça. Enfin, il est clair, dès qu'on parle de réglementation, normalement, ça ne vient pas tout seul. Moi, je serais assez curieux de comprendre un petit peu comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a déjà des indications claires de la traduction financière de ces différentes directives? Alors, pour faire un petit point donc, sur le coût, notamment de gestion de la fin de vie des emballages, donc en partie, ce coût de gestion de la fin de vie, il est déjà internalisé et il est déjà supporté au travers de l'éco-contribution. L'éco-contribution, donc c'est ce qui est également parfois appelé l'écotaxe, qui est payé aux éco-organismes. En l'occurrence, en France, cette éco-contribution est payée à Citeo, qui est le nouveau nom donc d'éco-emballage, qui a fusionné avec Ecofolio. Cette éco-contribution, elle est revue de façon annuelle. Et pour ce que vous allez mettre sur le marché en 2018, il y a déjà une évolution par rapport à 2017. Donc, des évolutions au niveau des règles de calcul et au niveau des montants qui sont payés. Par exemple, je vous ai mis ici le calcul de l'éco-contribution pour un sachet de salade. En 2017, l'éco-contribution, c'était 0,20 centimes pour un sachet, ce qui faisait à peu près 400 € la tonne. En 2018, ce sera environ 0,22 centimes par sachet, soit 430 € la tonne. On est sur une augmentation d'environ 7% de l'éco-contribution. Donc on voit, il y a déjà une prise en compte au niveau de l'éco-contribution du coût de gestion en fin de vie des emballages. Par ailleurs, ce coût de gestion de la fin de vie pourrait être amené à augmenter probablement assez fortement ces prochaines années. D'une part, le premier élément qui nous fait dire ça, c'est que début mai, il y a eu une proposition pour le budget européen, donc 2021-2027, donc c'est pas tout de suite, mais c'est quand même bientôt. La proposition était pour financer donc le Brexit, d'arriver à trouver des nouvelles sources de financement. Et une des sources de financement qui a été proposée, c'est de calculer une contribution nationale en fonction du volume de déchets d'emballage en plastique non recyclés dans chaque État. La contribution proposée, c'est 800 € par tonne d'emballage plastique non recyclé. À titre indicatif, en France, on recycle aujourd'hui 25% des emballages plastiques mis sur le marché. Donc sur les 1,65 millions de tonnes d'emballages plastiques qui ne sont pas recyclés à ce jour, il faudrait pour la France verser environ 1,32 milliard d'euros. On le voit, c'est un montant qui n'est pas négligeable puisqu'on est sur du 800 € la tonne, quand tout à l'heure je vous disais qu'on était sur une contribution d'environ 400 € la tonne pour le sachet de salade par exemple. Donc on a à peu près x3 si ce type de financement passait. Un autre élément qui pourrait augmenter les coûts de gestion de la fin de vie des emballages, c'est le fait que aujourd'hui, dans votre éco-contribution, n'est pas pris en compte le coût de gestion des déchets sauvages et des déchets marins. Il a été proposé dans la directive sur les produits à usage unique que je vous mentionnais précédemment que le coût de gestion des déchets sauvages et des déchets marins devrait être pris en compte dans ces éco-contributions. Il n'est pas chiffré, mais il pourrait être assez élevé s'il était internalisé et incorporé dans les éco-contributions qui sont payées quand vous mettez des emballages sur le marché.
Philippe, du coup, c'est tout ça, ça va aussi dans le sens de la réduction des poids. Enfin, j'imagine que je reviens, j'avais pas compris comment fonctionnait le système d'éco-contribution. Donc des packaging plus légers, c'est aussi moins d'éco-contribution. Certainement, oui. Hein. Moi, je ne suis pas aussi spécialiste que peut l'être Emmanuel sur ces sujets d'éco-taxes, etc. Mais un des axes à privilégier a priori, bien évidemment, en toute priorité, c'est de continuer à travailler sur la réduction des épaisseurs. Et ça, nous devons le faire en accord avec nos clients, de manière à développer les meilleures solutions possibles. Okay. Bon, merci à tous les deux déjà pour cette première partie. Peut-être juste un dernier mot sur les prochaines échéances, Emmanuel, au niveau des directives. Oui, donc ici, vous avez sur le slide les principaux documents dont on vient de parler. Donc, mi-janvier, la stratégie plastique a été publiée au niveau européen. Fin avril, la feuille de route économie circulaire a été publiée au niveau français. Donc les deux documents qui sont assez similaires au niveau européen et au niveau français, la stratégie plastique et la feuille de route économie circulaire. Et au mois de mai, donc il y a eu la proposition de budget européen dont on vient de parler. Et également, fin mai, la directive emballage et déchets d'emballage, la révision qui a été publiée, et la proposition de directive sur certains produits plastiques à usage unique qui ont également été publiés. Donc ça, c'est à fin mai. En juin, l'essentiel des travaux est consacré à l'élaboration des engagements volontaires. Donc en France, ces premiers engagements volontaires ont commencé à être discutés et ils seront annoncés officiellement fin juin. Au niveau européen, comme je vous disais, on a jusqu'à fin juin pour présenter ces engagements volontaires qui seront annoncés courant d'été ou à la rentrée. Donc les prochaines étapes, c'est les négociations autour de tous ces documents, notamment autour des documents européens, donc des négociations entre les États pour arriver à finaliser ces documents, puis forcément une retranscription des documents européens au niveau des États membres. Et au niveau de la France, les différentes mesures qui ont été proposées dans la feuille de route économie circulaire devront également être transposées dans des décrets ou des réglementations. Ok, très bien, très clair, merci beaucoup. Je vois qu'on a reçu plein de questions. Honnêtement, on ne va pas avoir le temps de répondre à toutes, à mon avis, avant que je sois très très bref. Je propose qu'on en prenne deux peut-être et puis qu'on démarre par ça. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit, on parle d'augmentation d'écotaxes, mais quels sont les impacts financiers et les surcoûts attendus sur les produits en eux-mêmes, nouveaux polymères, nouvelles technologies, etc. Alors, je prends la réponse si vous voulez, Emmanuel. Alors, c'est sûrement pas un sujet facile à traiter et sûrement pas, ne vous attendez pas à une réponse chiffrée immédiate. Je pense qu'il faut être en effet conscient que nous allons être confrontés à des augmentations de coûts liées aux matières, liées peut-être aux technologies. Mais tout de suite, donc cela, non, je pense à terme, sans aucun doute. Mais cette évolution réglementaire nous conduira sans doute à utiliser des matières plus coûteuses, même si on essaiera d'utiliser des produits recyclés ou des technologies en effet plus coûteuses, ce qui a un attire en toutes les causes. Par contre, l'acte de travail que nous devons avoir en collaboration avec nos clients est absolument de développer des produits, donc on va parler de design, développer des produits qui soient le plus facile à produire, le plus efficace possible à produire avec le moindre coût, de manière à réduire cet impact de coût et bénéficier au maximum des bonus environnementaux qui, a priori, devraient être mis en place. D'accord. Donc pas de chiffrage clair aujourd'hui, mais un effort où vous vous dites, bon, au final, entre les nouvelles technologies et puis les améliorations de productivité, les gains de poids, etc., peut-être une balance économique qui fait que ce sera peut-être nul, en tout cas, c'est dans cette direction-là que vous travaillez. En tout cas, ça va être un objectif que l'on va devoir fixer, je suppose. Par contre, peut-être ma recommandation, là, sur un sujet comme celui-ci, ça serait que les équipes de nos clients et nos équipes internes travaillent étroitement et recherchent les meilleures solutions possibles. Ok. Alors, une deuxième question. À qui peut-on s'adresser
fait pour récupérer des infos supplémentaires sur l'écotaxe? Décidément, c'est un sujet qui intéresse. Donc l'écotaxe, qui est aussi appelée l'éco-contribution, elle est versée à Citeo, donc le barème est disponible sur leur site et normalement vous êtes en contact avec des personnes chez Citeo qui peuvent vous donner des informations sur ce barème, sur les bonus-malus, etc. D'accord, donc sur les bonus aussi, parce que oui. Voilà, l'écotaxe, j'imagine que c'est une chose, mais... Oui, effectivement, on a parlé de l'éco-contribution, mais l'éco-contribution est calculée en fonction du poids, comme le disait Philippe, et sur laquelle on indexe des bonus et des malus également. D'accord. Bon, je pense qu'on va rester là malheureusement pour les questions. J'ai compris que l'équipe de Philippe, avec le support d'Emmanuel, allait répondre aux autres questions qui vous sont parvenues. Donc, bon, j'imagine d'ici quelques jours, voilà, peut-être une semaine, en effet. Et les auditeurs peuvent aussi continuer à poser des questions. Le lien va rester ouvert pendant quelques jours. Certainement, oui. Parfait. Et Emmanuel, je crois que vous avez préparé une liste de documents qui permet de comprendre un peu quelles sont les différentes associations autour de ces sujets-là. Oui, donc ça c'est effectivement les différentes organisations qui peuvent être un point de ressource si vous avez des questions, donc à la fois au niveau français et au niveau européen. Vous avez représenté pour chaque étape maillon de la chaîne de valeur. Donc Ellipso, nous on représente particulièrement les fabricants d'emballage. Mais au niveau des metteurs sur le marché, des industriels, vous avez beaucoup d'associations comme l'AMIA, comme la FACO, qui représentent les industriels qui mettent sur le marché des produits. Également Citeo, qui est l'éco-organisme auquel vous pouvez vous adresser si vous avez des questions sur l'éco-contribution, etc. L'éco-trade dont je vous ai parlé. Et d'autres associations au niveau européen qui travaillent notamment sur la partie flexible, donc Flexible Packaging Europe au niveau européen, et CFlex, qui est un projet collaboratif qui travaille sur les emballages flexibles au niveau européen. D'accord. Donc tous ces documents, du coup, Philippe, vous les enverrez aux participants. Alors, nous proposons d'envoyer à chacune des personnes que nous avons invitées la présentation d'aujourd'hui. Ok. Donc, vous aurez accès à tous ces documents. Et nous restons à votre disposition pour répondre à ces questions complémentaires. Ok. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Emmanuel.